Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet événement organisé par Eden, Équilibre des énergies, qui regroupe les acteurs de l'énergie, du bâtiment et de la mobilité. Le défi qui nous réunit cet après-midi ici à l'Assemblée, il tient en quelques mots: développer un transport aérien durable, défi aux enjeux multiples. Ils sont à la fois économiques, sociaux et bien sûr environnementaux. On va remonter un peu de quelques siècles dans l'histoire des frères Montgolfier à Clément Ader. La France, c'est le pays des pionniers des plus lourds que l'air. C'était l'expression qu'on employait, et cette excellence, elle perdure. Elle perdure 2 siècles et demi plus tard. Notre pays, avec ce secteur des transports aériens, compte un certain nombre de champions internationaux, des géants mondiaux, des acteurs majeurs comme Airbus, Total Energy, Air France KLM, Dassault ou encore Aéroports de Paris. Il y a aussi des startups, des jeunes entreprises qui sont en train de réinventer le transport aérien. Tous viendront prendre la parole pendant cet après-midi et ils partageront voilà, la scène avec des parlementaires, sénateurs, députés de différents bords politiques. Il y aura 2 séquences. Je vous donne rapidement le programme. 2 séquences principales dans cet après-midi. 2 tables rondes qui viendront rythmer nos échanges. La première, elle sera très générale. Elle pose la question centrale à laquelle on va tenter de répondre tous ensemble. L'avenir du transport aérien, cette équation. On le sait, les uns et les autres, et les professionnels qui sont ici encore mieux que nous, à quel point cette équation elle est compliquée à résoudre. Comment concilier le développement économique et le respect de l'environnement. Ça, c'est la table ronde numéro 1, la question générale. Puis ensuite, on va zoomer dans une seconde table ronde. Chaque table ronde durera 1 heure et quart en comptant les questions de la salle. Dans la seconde table ronde, on va zoomer sur un point plus précis et évidemment un enjeu primordial, un enjeu central qui est celui des carburants durables. Quels sont ces carburants et surtout la France et l'Europe mettent-elles en place la stratégie, la bonne stratégie pour en produire suffisamment en quantité et en qualité environnementale. Voilà les grandes lignes. Je vous propose tout de suite d'accueillir pour ouvrir notre débat celui qui a permis à cette réunion d'avoir lieu ici à l'Assemblée, le député Jean-Luc Fugit, député Ensemble pour la République du Rhône et président du Conseil supérieur de l'énergie. Bienvenue à vous. Vous pouvez l'applaudir, évidemment. Merci, bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus. Alors je vais faire vite et je vais faire exactement ce que je déteste faire. C'est ce que je ne fais jamais dans ma circonscription, mais que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous dire quelques mots et je vais partir. Et ça, c'est quelque chose que je déteste faire. Donc, parce que j'ai une contrainte assez forte qui ne me permet pas de pouvoir rester avec vous. Simplement, oui, je peux permettre que vous veniez ici. Je trouve que c'est bien normal que l'Assemblée nationale puisse servir à accueillir des colloques sur différents sujets qui permettent de réfléchir d'une manière générale sur la transition énergétique et la transition écologique. D'ailleurs, on est embarqués, qu'on le veuille ou non, tous donc, dans la transition, je crois, écologique de l'ensemble de notre économie. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous, on doit, en tant que parlementaires, non seulement travailler dessus, mais en plus faire en sorte qu'on puisse réunir les acteurs et nourrir aussi notre réflexion donc, de ce que vous pouvez vous porter. Et il est évident que c'est la raison pour laquelle c'est encore plus frustrant pour moi, mais je pense que ce qui sera intéressant, c'est de se revoir pour éventuellement discuter autour des conclusions de cet après-midi qui, quand on voit le programme, est particulièrement riche. Peut-être vous dire qu'au Parlement, on s'intéresse évidemment à tous ces sujets d'énergie en général et des transitions écologiques en particulier, et que c'est quelque chose que tous les groupes politiques abordent et personne n'en a le monopole, je vous rassure, heureusement d'ailleurs, ni de la connaissance, ni de la conscience, ni de la compétence. On a par contre toutes et tous des approches qui peuvent des fois être différentes, mais aussi des points de convergence, et heureusement d'ailleurs, et on arrive donc à faire avancer pas mal ces sujets. Ce qui, je crois, est très intéressant sur le domaine sur lequel vous allez travailler cet après-midi, c'est qu'on est là au cœur d'enjeux qui sont à la fois économiques, environnementaux, sociaux, et derrière, il y a aussi la question de l'innovation. Et moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je suis enseignant-chercheur en disponibilité et je m'intéresse à tous ces sujets. Je préside par ailleurs de manière bénévole le Conseil supérieur de l'énergie, qui réunit donc une sorte de parlement un petit peu de l'énergie, qui réunit tous les acteurs. Et on voit bien les évolutions, on voit bien qu'en
en effet, on va vers quelque chose de moins impactant sur le plan environnemental et il faut qu'on trouve les conditions et les moyens d'accompagner tout le monde. Avant de venir vous voir, j'ai échangé avec des personnes qui s'intéressent à la question de la transition énergétique en ruralité. Et là, nous, on va parler de l'aviation, vous allez parler de l'aéronautique, donc les échanges, le tourisme, la culture, les échanges culturels dans le monde entier. Mais n'oublions pas nos territoires ruraux, vous voyez, au passage. Et si je le dis, c'est parce que quand on réfléchit à les évolutions de carburant, on pourrait se dire, on va utiliser, parfois dans les recherches, on dit, tiens, on va utiliser de la biomasse, etc., pour faire des carburants, des biocarburants, etc. C'est très bien. N'oublions pas d'ailleurs la question de l'aménagement du territoire, des territoires ruraux, etc., etc. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse dans la transition écologique, c'est qu'on embarque un maximum de nos concitoyens. Et qu'on passe, et qu'un jour, ce ne soit plus la question de l'acceptabilité qui pose problème, et que la question de l'acceptabilité devienne un sujet, comment on s'engage. Et je pense que dans la ruralité, il faut faire en sorte de ne pas oublier nos concitoyens. Donc ne les oubliez pas, y compris quand vous travaillez sur les sujets que vous allez aborder cet après-midi. Simplement vous dire aussi que à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et je vois ma collègue Christine Arrigui qui connaît bien cet OPEX, donc on travaille les uns et les autres sur différents sujets, et on a notamment deux collègues, Pierre Amédevielle et sénateur, et le député Jean-François Portarieux, qui ont publié en mai dernier donc un rapport sur justement où on en est de la décarbonation dans le secteur de l'aéronautique. Alors ce rapport, j'espère qu'il a été lu. Alors je ne sais pas s'il a été lu par les 900 parlementaires, mais on peut l'espérer quand même, surtout qu'il y a eu du temps avec la dissolution. Et donc, voilà. Mais c'est un rapport dans lequel on pointe où on en est. Ce qui est intéressant avec l'OPEX, c'est qu'on arrive à travailler avec la communauté scientifique, les acteurs, et on voit où on en est. Je trouve que c'est intéressant, on voit qu'il y a la question de l'innovation, on y aborde d'ailleurs les sujets un petit peu aussi d'aménagement du territoire, et donc ça je trouve que c'est aussi un rapport sur lequel vous pouvez, à mon avis, aussi vous appuyer. Il pointe des sujets, il pointe des risques aussi dans les évolutions, donc il nous dit de faire aussi attention. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je crois que tout ça s'inscrit dans la stratégie. Alors on a une stratégie en France énergie-climat qui repose, comme vous le savez, sur 4 grandes briques, donc on peut les contester, politiquement elles sont contestées d'ailleurs. Il y a la sobriété, l'efficacité, la question du développement des énergies renouvelables et la question du nucléaire. Et pour moi, personnellement, je pense que c'est l'ensemble des 4 qui donne cette stratégie qui permettra de sortir progressivement des énergies fossiles. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais présenté en 2019 quand j'étais rapporteur de la loi d'orientation des mobilités et que j'ai fait inscrire dans la loi, qui était une première, on peut le dire, la fin de la vente des véhicules à énergie fossile d'ici à 2040. Ne faites pas la même erreur que ce qu'on fait au niveau européen quand on parle de la fin des véhicules thermiques, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le véhicule thermique, le problème, c'est les énergies fossiles. Et quand on aura compris que le vrai sujet, il est là, on arrêtera de parler de décarbonation, y compris pour ceux qui n'ont jamais compris ce que c'était que le carbone. Ce n'est pas la décarbonation le sujet, c'est la défossilisation. En tout cas, c'est ma vision à moi. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas le temps, mais en tout cas, je ne vous demande pas de partager, mais en tout cas, c'est l'idée que moi j'ai derrière, c'est qu'on doit progressivement défossiliser, et pour ça, il faut qu'on embarque l'ensemble de notre économie, et je pense que ce que vous allez faire sur le domaine donc, de l'aérien est particulièrement intéressant, et encore une fois, vous pouvez compter sur les parlementaires pour y travailler, d'un point de vue législatif, réglementaire et en termes d'orientation. Chacun le fera avec sa sensibilité et son approche. Moi, la mienne, elle est très simple, c'est réduisons la part progressivement des énergies fossiles, faisons-le en n'oubliant personne et faisons attention à ces équilibres entre l'économie et le social. On le dit souvent que le développement durable, c'est l'équilibre entre les questions environnementales, sociales et économiques. Ben justement, sur des sujets comme cela, il faut bien rester, à mon avis, sur un point d'équilibre dans ce triangle à 3 sommets, ce qui n'est pas toujours évident, la position d'équilibre. Merci pour votre accueil et je serai ravi de vous rencontrer pour les conclusions du colloque. J'y vais parce que je vais rater mon rendez-vous. Merci, au revoir. Merci. On va donc défossiliser sans le député Fugit, mais avec beaucoup d'autres intervenants tout aussi passionnants, et on rentrera évidemment dans le détail de ces enjeux et des solutions. J'espère qu'on va pouvoir en esquisser un certain nombre grâce aux interlocutrices, interlocuteurs qui vont intervenir tout à l'heure. Et je vous propose d'en accueillir un nouveau, c'est Baptiste Voilquin, qui est directeur des affaires recherche et développement, espace et environnement au GIFAS. Vous pouvez l'applaudir. Le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Bienvenue à vous. Vous pouvez vous installer effectivement au pupitre. Et si vous avez des slides, vous pouvez les passer ici. Bienvenue. Eh bien, bonjour à toutes et à tous.
Merci pour cette invitation. Et donc, ma prise de parole en début d'après-midi avait pour objectif de reposer un certain nombre d'éléments partagés qui ont été écrits notamment dans le cadre de l'article 301 de la loi Climat et Résilience. Et je vais y revenir et passer quelques messages ou en tout cas quelques éléments partagés. Donc vous connaissez le GIFAS, qui est la fédération de la construction aéronautique, avec aujourd'hui plus de 480 adhérents, allant des donneurs d'ordre, équipementiers, ETI, PME et start-up. Il y a plus de 80 start-up aujourd'hui au sein du GIFAS. Et donc Blue Spirit Aero, qui va intervenir tout à l'heure, fait partie du GIFAS et nous aide à avancer dans ces enjeux d'innovation. Donc, j'ai préparé 3 planches, évidemment, pour reprendre certains messages qui, à mon avis, sont connus dans cette assemblée, mais permettent d'ouvrir le débat pour l'après-midi. C'est ce qui m'avait été demandé. Le premier, c'est qu'effectivement, la filière du transport aérien et la filière de la construction aéronautique ne fait pas de débat sur, évidemment, l'empreinte carbone de l'activité humaine et l'empreinte carbone du transport aérien. Avec un ordre de grandeur autour de 2,5% des émissions mondiales de CO2, 2,5% donc en carbone, premier point. Deuxième, effectivement, et j'y reviendrai, si on prend en compte ce qu'on appelle dans le transport aérien les effets non CO2, donc hors carbone, on monte certainement un peu plus, autour de 4 à 5%. Et là, effectivement, le chiffre peut être un peu soumis à discussion. Pas tellement sur le débat, sur le fait que ça a aussi un impact climatique, mais plus sur la manière de calculer en équivalent impact carbone. Et comme on parle un peu plus scientifiquement de bilan radiatif, la manière de calculer nous demande un peu plus de vigilance, mais en tout cas l'ordre de grandeur est là et est bien pris en compte pour une feuille de route vers le transport aérien durable. Le deuxième message que je peux passer ici, c'est qu'effectivement, cette transformation, elle est majeure et l'ensemble de la filière y travaille. On parle de la 4e révolution. On a évoqué en introduction cette notion des plus lourds que l'air, qui était en fin de compte la première révolution, démontrer qu'on pouvait voler plus lourd que l'air. La deuxième, qui était l'enjeu de sécurité. Pouvoir prendre l'avion régulièrement sans avoir un risque d'y rester. Et la troisième était la démocratisation. Et l'enjeu de la 4e révolution, sa décarbonation, c'est pas seulement de décarboner et de défossiliser, mais c'est aussi de conserver les 3 premiers éléments que sont la capacité à voler. Ça paraît simple de le dire, mais il y a certaines solutions technologiques qui aujourd'hui ne sont pas accessibles directement pour des vols commerciaux d'avions de grande taille, notamment les batteries. Et c'est parce que justement la densité d'énergie et la densité de puissance des batteries aujourd'hui ne permet pas de fournir l'ensemble de l'énergie pour une propulsion 100% électrique. Donc autant on peut envisager une propulsion hybride avec de plus en plus de systèmes qui sont fournis à l'énergie électrique. Autant la propulsion 100% électrique, elle n'est pas adressable pour l'ensemble des mobilités. Ce qui n'est pas le cas pour des plus petites mobilités, et on ne s'en gêne pas, et l'ensemble des innovations de ce côté-là sont les bienvenues. Donc comme quoi, même ce premier aspect-là, il n'est pas acquis. Le deuxième, en sécurité, évidemment, notamment sur le temps de développement, il y a une question de montée en maturité technologique, mais en prenant en compte l'enjeu de pouvoir le certifier, c'est-à-dire de pouvoir démontrer qu'on peut l'utiliser sur un transport aérien de manière sûre. Et le troisième, qui est la démocratisation et l'accès au plus grand nombre, il est majeur aussi. Le vrai sujet, c'est pas de pouvoir faire voler un petit nombre de personnes sur Terre avec un transport aérien qui est non abordable. Ça, malheureusement, je pense qu'on saurait faire assez vite. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir justement continuer à avoir un transport aérien qui est accessible au plus grand nombre tout en étant décarboné. Donc en fait, on voit bien que cette 4e révolution, elle est majeure parce qu'elle nous oblige à revenir à certains fondamentaux sur ce qui était des acquis par ailleurs. Et c'est bien pour ça qu'on parle de révolution. Le deuxième point, c'est que la filière aéronautique du transport aérien et de la construction aéronautique est au travail. On a la chance d'avoir une filière qui est très structurée au niveau international de par la nature internationale du transport aérien, qui fait que notamment dans le cadre de l'ONU, l'OACI
qui d'ailleurs ont fêté les 80 ans de la Convention de Chicago, travaille de manière relativement exemplaire, si on regarde par rapport à d'autres filières ou d'autres domaines où le travail à l'international est difficile. Là, on a quand même un historique de travail en commun qui permet d'adresser les sujets et c'est remarquable. Et également au niveau national, où dans le cadre, donc, je l'ai évoqué, de l'article 301 de la loi climat et résilience, la filière aéronautique a été la première à rendre la copie. Mon message n'est pas qu'un cocorico pour la filière, mais de plutôt partager le fait que ça vient également là du fait que la communauté travaillait déjà ensemble, notamment dans le cadre du CORAC, avec le GIFAS, l'AFNAM, l'UAF, l'UFIPEM, pour écrire ce document avec effectivement une communauté qui se connaissait déjà et qui a, entre guillemets, pris ce sujet d'écrire la feuille de route en plus, mais qui était déjà une communauté établie quand elle a pris l'enjeu de répondre à cet article 301. Feuille de route publiée le 14 février 2023, et donc ma dernière planche voulais vous montrer cette feuille de route. Donc ici vous avez une des quatre résultantes, puisque la feuille de route qui est disponible sur différents supports, mais que vous pouvez retrouver notamment sur le site du GIFAS, a travaillé sur une dimension de périmètre. Donc périmètre vol domestique intérieur et un périmètre vols internationaux départ France. Donc ça donne une dimension déjà à une variable. Et la deuxième variable, c'était l'engagement avec un scénario action et un scénario accélération. Le scénario action étant sur le cadre réglementaire de ReFuelEU, et le cadre accélération allant un peu plus loin, notamment dans la vitesse de prise en compte de l'émergence des carburants d'aviation durable de synthèse, notamment avec le quota dans ReFuelEU sur les ISAF. Ici, vous voyez une résultante avec la courbe. Et l'élément d'introduction que je peux rajouter sur cette courbe, c'est que vous voyez que la demande augmente. Alors évidemment, on est sur un périmètre France, donc elle est pas elle est en croissance modérée, mais en tout cas, une évolution du transport aérien à horizon 2050 est bien prise en compte dans cet enjeu de savoir gommer l'empreinte carbone que représente cette feuille de route par différents leviers. Donc le premier levier, c'est le renouvellement des flottes. On estime, on a chiffré l'ordre de grandeur que chaque génération d'avions fait un gain de 15% d'efficience énergétique. Donc qui dit efficience énergétique dit consommation de carburant, et qui dit consommation de carburant dit émission de CO2. Donc on a un gain de 15% entre chaque génération d'appareils. Et donc le renouvellement des flottes permet de travailler cette empreinte carbone. Le deuxième levier, sont les carburants. Alors je vais tous, comme ils ont commencé à apparaître, je veux bien qu'à la limite on fasse apparaître, je pense que je suis un peu loin. C'est bon ? Je vais faire... je vais rester là. Le deuxième levier, à la limite, effectivement, et vous voyez que c'est très important en volume, ce sont les carburants aéronautiques durables, les carburants d'aviation durable, donc deux grandes familles. On aura l'occasion sur la deuxième table ronde d'y revenir en profondeur, donc je ne vais pas tout décrire, mais une famille de carburants biosourcés, donc pas de compétition évidemment à un usage alimentaire. On parle d'huiles usagées et on parle de résidus de la filière bois, principalement. Et puis des carburants d'aviation durable de synthèse, où là l'enjeu, effectivement, la disponibilité de l'eau pour l'électrolyse de l'hydrogène. Donc ça, c'est un message qu'on peut passer. La filière aéronautique a besoin d'hydrogène et massivement et le plus vite possible.
pas forcément pour intégrer de l'hydrogène comme vecteur dans l'avion, ça c'est perçu et je vais y venir rapidement, mais c'est la partie bleue et vous voyez qu'elle démarre un peu plus tard parce qu'on a besoin de monter en maturité technologique, donc c'est un horizon plutôt 2035, mais malgré ça on a besoin d'hydrogène tout de suite maintenant et le plus possible pour les carburants d'aviation durable de synthèse, donc eau, électricité pour l'électrolyse de l'eau qui permet d'avoir l'hydrogène et puis monter en maturité des technologies de capture de CO2. Ça, c'est pour les carburants d'aviation durable. Et puis ensuite, les autres leviers, donc le levier des opérations en vol et opérations au sol. Important, vous voyez que ici, on a une réserve, entre guillemets, de 8 à 10% de l'empreinte carbone globale. Donc là, c'est un enjeu à la fois en vol, donc dans l'air traffic management et les trajectoires des avions, mais également au sol. Et les aéroports ont tout leur rôle pour décarboner l'ensemble des activités au sol. Et enfin, le volet technologique avec deux grandes familles, des technologies d'ultra-frugalité, et je vais y revenir un tout petit peu et je terminerai là-dessus. Et puis les technologies hydrogène dont j'ai parlé, effectivement, avec soit la combustion de l'hydrogène, soit l'utilisation d'hydrogène pour les piles à combustible et faire ensuite une propulsion électrique issue de l'électricité générée par la pile à combustible. Et donc, pour terminer, les technologies innovantes avec cet objectif d'avoir une prochaine génération d'avions, et on parle principalement de l'avion commercial monocouloir, parce que vous savez que c'est la majorité des usages, donc si on vise les leviers les plus impactants, c'est bien cette gamme-là qu'il faut viser, et je n'ai pas eu le temps de parler des autres segments d'aviation, mais ils sont effectivement aussi au travail et aussi concernés. Mais donc on vise le lancement d'un nouveau programme remplaçant de la 320 pour la prochaine décennie, et donc qui dit cet objectif dit qu'effectivement il faut préparer non seulement les briques technologiques nécessaires à ces éléments-là, donc la propulsion, les configurations avec notamment la morphologie des ailes, et puis l'allègement au global avec des choix de matériaux, l'allègement des systèmes, l'hybridation des technologies qui vont faire que l'objectif visé est de faire donc un gain de 30% sur cette efficience du monocouloir ultra frugal qui en fait signifie sauter une génération, puisque je vous ai dit que historiquement on faisait un gain de 15% entre les générations, et pour ça la filière est au travail, notamment dans le cadre du CORAC. Donc mon message de conclusion est que nous avons deux actions majeures qui doivent soutenir cette feuille de route: l'émergence d'une filière énergétique pour les carburants d'aviation durable et continuer le travail de cette feuille de route technologique pour s'assurer que la prochaine génération d'avions pourra embarquer le maximum de technologies décarbonantes. Merci beaucoup, merci de vous être plié à l'exercice. Merci Baptiste. Vous pouvez rejoindre la salle. J'ai ce rôle désagréable d'inciter les invités à tenir leur temps de parole. Ils ont une dizaine de minutes chacun, et je vous propose, je parlais tout à l'heure des pionniers de l'aéronautique. Il s'inscrit évidemment dans cette tradition d'excellence. Je ne vais pas pouvoir citer tous ses exploits. Premier tour du monde en ballon en 1999, premier tour du monde en avion solaire, c'était en 2016 évidemment. C'est Bertrand Piccard, et je vous propose de l'accueillir. Bertrand Piccard, vous pouvez venir sur scène. Le président de la Fondation Solar Impulse et le président de Climate Impulse. Bienvenue. What if impossible today could be possible tomorrow? The time for action is now. The time to implement solutions is here. Meet Bertrand Piccard and Raphaël Dinelli, pioneers of sustainable innovation. Together with their team, they are embarking on an extraordinary mission. Flying around the world in a hydrogen-powered airplane with zero emissions. Now they're building their way to the future. This is Climate Impulse. More than a flight, it is an exploration feat set to revolutionize aviation. To prove that decarbonizing the skies is not just a dream, but a reality. If they can make it happen up there,
we can make it happen everywhere. Be the change. Be the impulse. C'est gentil d'applaudir déjà parce qu'on ne l'a pas encore fait. Bonjour à tous et à toutes. Le transport aérien représente la moitié des émissions créées par le gaspillage alimentaire. 6% pour le gaspillage alimentaire, un peu moins de 3% pour l'aviation. Donc on pourrait se demander pourquoi il y a autant d'attention qui est mise sur le transport aérien. Bien, je pense que c'est clair que le transport aérien est spectaculaire. C'est clair qu'il représente une longue histoire de disruption. Il faut bien voir qu'on a passé en 66 ans de l'avion en bois des frères Wright à l'atterrissage lunaire et au Concorde. Mais pour le public, depuis les années 70, il n'y a plus de disruption. Quand vous voyez un Airbus 340, il ressemble à un Boeing 707 qui a été fait 70 ans plus tôt. Donc on pourrait croire que l'aviation n'a pas évolué. Mais en fait, l'aviation, même s'il n'y a pas eu de disruption, a été optimisée d'une manière absolument extraordinaire, avec 80% en moins de consommation de carburant sur les avions de ligne, beaucoup plus de sécurité, beaucoup moins de bruit. Mais le problème, c'est que l'augmentation du trafic aérien a en fait compensé en négatif l'évolution du transport aérien au niveau des émissions de CO2. Alors, le coup de grâce, je pense, pour l'aviation, c'est quand les compagnies aériennes ont refusé d'entrer dans les accords de Paris et ont refusé de taxer le kérosène. C'était, en termes d'image, la plus mauvaise publicité que les compagnies aériennes pouvaient se faire. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment on va corriger le tir de manière extrêmement pratique. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, il y a des choses qu'on peut faire plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? C'est les opérations. Les opérations, c'est des vols avec des routes aériennes beaucoup plus directes. Ça fait 30 ans qu'on en parle, ce n'est pas nouveau ce que je vous dis. 30 ans qu'on en parle, mais on ne le fait toujours pas parce que les pays préfèrent des zigzags qui permettent d'encaisser davantage de redevances de contrôle aérien. Il faudrait impérativement et tout de suite avoir des approches en descente constante. Si une navette spatiale peut poser en vol plané, pourquoi les avions de ligne ne pourraient pas? Sur un jumbo jet, je ne connais pas pour tous les autres, mais sur un jumbo jet, une approche en descente constante, c'est 1 tonne de kérosène économisé. Mais pour ça, il faut négocier avec tous les syndicats de contrôle aérien qui veulent garder les anciennes procédures, parce que c'est clair que pour des approches en descente constante, il faut changer tous les systèmes et toutes les procédures. Ensuite, il faut que les aéroports soient clairement décarbonés. Énergie renouvelable et bon sens. Bon sens. Il y a 15 ans, le patron de l'aéroport de Dallas-Fort Worth, on pourrait se dire Dallas-Fort Worth, ce n'est pas ceux qui veulent décarboner. Le patron a été à son conseil d'administration en disant « Je veux être l'aéroport décarboné aux États-Unis ». On lui a dit « Si ça ne coûte pas plus cher, allez-y ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des LED, il a mis de l'isolation, il a mis des procédures différentes et il a mis une chose fondamentalement différente, c'est que pendant la nuit, avec l'énergie nucléaire inutilisée, il refroidissait du glycol, ce qui fait que pendant la journée, il repassait l'air extérieur trop chaud dans le glycol, qui était à moins 20 degrés, pour faire de l'air conditionné quasiment gratuit. Et au moment où ils ont décarboné l'aéroport, ils ont en même temps fait du bénéfice. Donc on voit qu'il y a énormément de simple bon sens à mettre en place. Ensuite, les avions, c'est clair que les renouvellements de flotte, ça a été très très bien expliqué tout à l'heure et tout le monde est au courant de ça. Maintenant, on arrive dans les carburants. On pense que l'aviation électrique n'a pas d'avenir. C'est vrai qu'au-delà de 30 places, je ne pense pas qu'on aura des batteries. En dessous de 30 places, oui, on aura des avions électriques à batterie, avec un avantage évident en plus de la décarbonation, c'est de pouvoir atterrir dans des aéroports urbains parce qu'ils ne font pas de bruit. Mais il faut comprendre que la batterie représente en poids 30 fois plus que son poids en kérosène. Donc, on croit que ça ne marche pas, mais il faut décortiquer l'affaire. On est 3 fois plus efficient avec un moteur électrique qu'avec un moteur thermique.
Donc le 30, ça devient 10. On n'a plus besoin de réservoir, on a des moteurs plus légers, on n'a plus besoin de canalisation. Donc on est à 7 ou 8. Mais c'est vrai que pour 1 kg de kérosène, il faut 7 ou 8 kg de batterie. Donc ça doit être compensé par d'autres avantages. On n'y est pas encore tout de suite, mais ce n'est plus exclu comme on le voyait autrefois. Maintenant, les SAF. Moi, j'aimerais pas donner de réponse sur les SAF. J'aimerais poser des questions. C'est très intéressant de voir qu'on capte du CO2 ou directement des cheminées ou de l'atmosphère, ou direct air capture, où on prend des déchets agricoles, des huiles usagées, des vieux plastiques par pyrolyse, et on en fait un carburant qui remet ce CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est vrai qu'on est neutre, dans le sens où on prend du CO2 quelque part et on le remet dans l'atmosphère. Mais on est neutre dans une situation où on pourrait être négatif. C'est-à-dire que le CO2 qu'on a capté, on peut le mettre sous terre au lieu de le remettre dans l'atmosphère. Il faut faire très attention quand on parle de SAF, parce qu'on voit que ce n'est pas si simple. On voit que si on veut vraiment décarboner, le seul processus actuellement connu, c'est l'hydrogène. Et probablement que les SAF vont être une parenthèse avant l'hydrogène. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie d'hydrogène. On n'a pas de demande parce qu'on n'a pas d'offre, et on n'a pas d'offre parce qu'on n'a pas de demande. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien, je pense qu'il faut redevenir disruptif. L'aviation est un symbole de disruption. Donc, on doit maintenant commencer à envisager des complètement autres formes, des complètement autres manières de penser. Si je vous ai montré Climate Impulse, c'est parce que je pense que l'aviation a besoin de projets phares qui remettent de l'espoir. Si on fait un tour du monde en vélo à hydrogène, je ne suis pas sûr que ça mobiliserait énormément d'attention. Mais dans un monde qui a tellement d'éco-dépression, d'éco-anxiété, quand autant de gens pensent qu'il n'y a pas de solution et qu'il n'y a pas de futur, il faut absolument casser le pessimisme ambiant. Il faut remettre du mouvement, il faut remettre de l'espoir, il faut remettre de l'action, il faut montrer qu'il y a des solutions. Alors comme j'ai dit, il y a des solutions immédiates dans les opérations, il y a des solutions intermédiaires avec le SAF, il y a des solutions plus tardives avec l'hydrogène et des avions complètement décarbonés, mais il ne faut surtout pas arrêter de rêver. L'aviation doit faire rêver, mais une aviation propre, c'est clair. Alors si on rêve un tout petit peu plus, et qu'on utilise ce qui se fait dans l'aérospatial depuis des décennies, on pourrait très bien imaginer un avion fusée avec 100 passagers à bord, partir comme une fusée avec un moteur hydrogène-oxygène, donc complètement décarboné, monter à une centaine de kilomètres d'altitude et couper son moteur après 15 minutes pour voler en parabolique et rejoindre l'autre côté de la planète en moins de 2 heures. Alors, vous allez dire c'est impossible, mais il ne faut pas oublier que le premier avion des frères Wright était impossible. Dans le musée de Dayton, en Ohio, là où les frères Wright ont construit leur premier avion, il y a une phrase du maire de Dayton. En 1903, le maire disait officiellement « J'espère que ces 2 jeunes gens vont trouver un métier sérieux au lieu de perdre leur temps avec des jouets inutiles. » Les jouets inutiles, c'est ce qui a donné l'aviation et ce qui a permis à des astronautes de poser sur la Lune. Donc voilà à quel point c'est dangereux de dire que quelque chose est impossible. Parce qu'après coup, on passe pour un idiot. Alors, ce n'est pas la première fois, aujourd'hui, qu'on a des disruptions majeures qui semblent impossibles. J'aimerais quand même rappeler qu'il y a un moment où on pensait que le téléphone portable était une niche qui ne donnerait jamais rien commercialement. Le premier téléphone portable, c'était une valise qui coûtait 15 000 €. Et on s'est dit, on ne peut pas quand même mettre des antennes partout. Eh bien oui, il y a des antennes partout et on a tous un téléphone portable dans la poche. Il y a un moment où on pensait qu'il y aurait 4 ordinateurs dans le monde. Déclaration du patron d'IBM. On en a tous 1 ou 2, même dans notre téléphone. Il y a un moment où on pensait qu'il n'y aurait jamais des stations-service partout pour que les voitures puissent circuler et qu'il valait beaucoup mieux garder le principe de donner du foin aux chevaux dans les auberges. Mais voilà ce qui est intéressant. C'est de voir que quand on parle aujourd'hui
d'une industrie d'hydrogène vert, où on électrolyse de l'eau avec des énergies fossiles pour faire d'hydrogène, liquéfié, distribué sur des aéroports, avitaillant des avions, comme ce que Airbus veut faire avec son nouvel avion hydrogène pour 2035, eh bien on se dit, on rêve? Pas du tout. Je crois que la seule chose qu'il faut vraiment se rappeler de l'histoire de l'aviation, c'est pas qu'on est arrivé à un engin polluant, c'est qu'on a réalisé tous les rêves de l'humanité de voler de manière massive, de passer par un moment où on pollue trop, pour revenir à un moment où l'aviation restera le symbole d'une disruption, d'une innovation, d'un rêve et d'une réalisation totalement différente. Donc dans ce projet-là, moi je demande une seule chose, c'est que ceux qui pensent que c'est impossible ne dérangent pas ceux qui sont en train d'essayer de le faire. Merci beaucoup Bertrand Piccard, bravo, c'était passionnant. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous pouvez encore applaudir Bertrand Piccard. C'était inspirant ce discours. Et puis ça ouvre beaucoup de pistes de discussion pour la suite de notre après-midi. Merci. On va rentrer donc dans ce premier grand chapitre sur l'avenir du transport aérien et son avenir décarboné ou défossilisé. On va rentrer à chaque fois on vous proposera une sorte de cas d'usage et je vous propose tout de suite de découvrir ce premier cas d'usage avec Olivier Savin qui est le fondateur et le président de Blue Spirit Aero. Bienvenue à vous, je vous laisse le pupitre. Vous pouvez l'applaudir aussi. Merci, bonjour mesdames et messieurs. Je remercie l'organisation pour me donner l'occasion de présenter le projet Blue Spirit Aero. Blue Spirit Aero que j'ai fondé en 2020 après 25 ans passés dans l'industrie aéronautique hydrogène. J'ai commencé ma carrière il y a plus de 25 ans aux États-Unis sur cette thématique. En 2020, vous vous en souvenez, le contexte était un peu particulier. On était au milieu d'une crise existentielle de l'aviation qui s'accompagnait d'une petite déprime dans l'écosystème. Nous, on a considéré que c'était au contraire une belle opportunité pour proposer des ruptures technologiques et des ruptures d'usage aussi. Première réflexion qu'on a eue et qui est l'aboutissement de mes années d'expérience précédentes, il n'y a pas d'intérêt, voire il n'y a pas de sens à utiliser un avion existant duquel on extrairait la motorisation conventionnelle thermique au profit d'une motorisation électrique pile à combustible et hydrogène. Ça ne marche pas. Les constructeurs automobiles s'y sont pris des murs. Et de fait, aujourd'hui, tous les véhicules à hydrogène sont bâtis sur le concept qu'on prend une pile à combustible et des technologies hydrogène et on construit le véhicule autour. Donc ça, c'était le fondement numéro 1. Deuxième fondement, en 2020, ça faisait déjà à peu près 12-15 ans que les premiers avions à hydrogène léger avaient décollé et avaient démontré qu'il était faisable de faire de l'aviation hydrogène. Les premières expérimentations, c'était par Boeing dans leur centre de recherche en Espagne en 2008. Un Français a traversé la Manche pour l'anniversaire de la traversée de Blériot en 2009, le centenaire. Donc tout ça, on savait faire. En revanche, ce qui était difficile encore à l'époque, c'était de considérer comment dessiner un avion de façon à ce qu'il soit certifiable. C'est le mot-clé dans notre jargon. Qui dit certifiable dit commercialisable. Un avion ne peut pas être commercialisé s'il n'est pas certifié. Donc on s'écarte de ce régime de vol record, on s'écarte de ce régime de vol d'essai ponctuel au profit d'un design qui va être destiné à être certifié. Et c'est la raison pour laquelle on a un avion qui a un look un petit peu singulier. Donc ça n'est pas un monomoteur. On est dans le registre de l'aviation légère, 4, 6, 8 places. Et l'architecture à laquelle on a pensé au gré de ces réflexions, c'est une architecture qu'on appelle la propulsion distribuée. Donc en lieu et place d'avoir un moteur, on répartit la propulsion le long des ailes et on a en l'espèce 2 fois 6 moteurs. Chacun de ces moteurs représente sa propre chaîne de traction hydrogène. Une petite bouteille d'hydrogène qui alimente une petite pile à combustible, qui assure la conversion d'énergie chimique en énergie électrique, qui alimente un petit moteur qui fait tourner une petite hélice. Donc ce machin-là, dans notre jargon, on l'appelle le pod.
il est reproduit en 12 fois à l'identique le long des ailes. Donc ce que je présente ici, c'est la vision de notre société qui développe non pas un avion, mais une famille d'avions. Donc on voit un 4 places en arrière-plan et un 6 places en avant-plan, qui sont tous les deux évidemment basés sur les mêmes principes de propulsion. Alors au bilan, ça nous donne un véhicule qui répond remarquablement bien aux contraintes du marché, avec en particulier une signature zéro émission. Comme vous le savez, l'hydrogène dans une pile à combustible ne produit que de l'eau, de la chaleur, de l'électricité, donc que des effluents qui sont vertueux vis-à-vis de l'environnement. L'avion est silencieux, c'est une motorisation électrique avec des hélices qui tournent très vite et qui sont petites, qui émettent un son aigu. Le son aigu se propage très mal dans l'air, si bien que la signature acoustique de cet avion, au-delà d'1 kilomètre, est réduite à 0. L'avantage d'avoir cette propulsion qu'on appelle la distribution électrique, la propulsion électrique distribuée, c'est qu'on a une grande robustesse à la panne. Cette redondance de sources propulsives nous permet d'absorber les pannes extrêmement facilement. Chacun de ces modules est indépendant de son voisin, si bien que quand il y en a un qui tombe en panne, il laisse tranquille les autres, il n'y a pas de contagion de la panne. On a un moteur en panne, il reste 11/12 de la puissance, on peut continuer notre mission en toute sécurité. Ce raisonnement, il s'applique jusqu'à 8 moteurs en panne. Avec 4 moteurs résiduels, l'avion, il est capable de se sustenter en l'air. Et ça, c'est évidemment un avantage déterminant vis-à-vis de la réglementation et des exigences de certification. On l'a évoqué à l'instant, l'hydrogène est aujourd'hui le vecteur qui représente la densité énergétique la plus favorable dans le régime de l'électrique. Ça se traduit immédiatement par une capacité de distance franchissable. Donc cet avion-là, il est capable de faire 700 km à 230 km/h de moyenne, c'est-à-dire 3 heures de vol en l'air. Pour mémoire, le seul avion qui est certifié aujourd'hui sur la base de Patrie, un avion slovène qui s'appelle le Velis, c'est un biplace qui ne peut montrer que 40 à 50 minutes d'autonomie. L'avantage d'avoir une propulsion qui est répartie sur les ailes, c'est que la partie centrale de l'avion qui porte la cabine, le fuselage, n'a rien d'autre à faire que de porter la charge utile. Passagers, pilotes et soute à bagages. Si bien qu'on peut imaginer une cabine plus confortable pour la clientèle, et en particulier une cabine plus large. Alors pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à présent, malheureusement, les avions français, les petits avions d'aéroclub français, ne se sont presque pas, voire pas du tout vendus en Amérique du Nord, parce que la cabine était trop petite, et que culturellement, les Américains du Nord, les Américains, ne peuvent pas accommoder une sphère d'intimité trop faible. Voler épaule contre épaule avec son copilote, ça n'est pas acceptable. Et c'est la raison principale pour laquelle on n'a pas pu exporter nos avions, ce qui est quand même dommage. Donc nous, on se fait fort de proposer une solution qui répond aux demandes du marché au sens large. L'avantage de l'hydrogène par rapport à la batterie, c'est un temps de remplissage qui est réduit. On gère un fluide, c'est nettement plus facile. Donc le remplissage d'un avion comme celui-ci, c'est pas plus de 10 minutes. On a 15 kg d'hydrogène à remplir. Ça ne prend pas plus de 10-15 minutes. Il y a un autre avantage déterminant en lien avec cette architecture particulière, c'est le fait qu'on utilise des petits objets. Et en particulier, ces pods peuvent être facilement démontés de l'avion. Quand il y en a un qui tombe en panne, on vient de le dire, il n'y a pas d'enjeu de sécurité, mais en plus, il n'y a pas d'enjeu de maintenabilité, puisque ce pod défaillant, on le dépose, hors de question de le réparer in situ dans l'aéroclub. Ça nécessiterait de la formation, de la protection individuelle, etc., des processus. On ne se pose pas la question, on le réinjecte direction le fabricant. Et entre-temps, l'opérateur, le gestionnaire de la flotte, se sera doté de pods sains qu'il aura stockés dans le hangar. Et il n'aura plus qu'une seule chose à faire, c'est de remplacer le pod défaillant par un pod sain et repartir en quelques minutes. Donc voilà un avion qui ne présente que très peu de probabilité d'une panne totale. Et voilà un avion qui, lorsqu'il a une panne moteur, n'est pas immobilisé, ce qui est un avantage énorme pour les opérateurs de flotte qui peuvent assurer une continuité de leurs opérations et donc une continuité de la génération de revenus.
Je ne vais pas rentrer dans le détail du dernier élément, mais qui est assez déterminant. C'est un avantage aérodynamique en lien avec toutes ces hélices le long de l'aile qui améliorent les propriétés aérodynamiques de l'avion et permettent à l'avion de se poser plus court et de décoller plus court. Et ça veut dire une capacité à utiliser tous les terrains, aussi petits soient-ils. Donc une grande agilité d'opération. Alors pourquoi fait-on tout ça ? Tout simplement parce qu'il y a un besoin, et je dirais même un besoin considérable, qui ne peut pas être adressé par les avions légers conventionnels. En premier lieu, on positionne un avion 4 places comme minimum viable product pour alimenter les besoins des écoles de formation de pilotes professionnels, pas pilotes amateurs, pilotes professionnels. Je vais expliciter en quelques planches la raison de ce choix de segment de marché. Cette certification qui est attendue, on la positionne pour fin 2026, début 2027, de façon à pouvoir délivrer les premiers avions au marché dans la foulée en 2027. Dans un deuxième temps, sur la base de cette expérience-là, on sera en mesure de proposer l'avion 6 places, qui est une déclinaison, une variante de l'avion 4 places, à la manière de l'A321, qui est une déclinaison de l'avion d'Airbus A320. Et celui-ci est destiné à un marché en plein devenir qu'on appelle la RAM et que je vais pouvoir décrire aussi dans quelques minutes. Alors, le marché de la formation de pilote. Un chiffre à retenir qui a disparu sur la planche, c'est malencontreux. Le besoin, c'est 600 000 pilotes à former sur les 20 prochaines années. Pourquoi autant ? Tout simplement parce qu'il y a une énorme dynamique sur la vente des avions Boeing et Airbus aujourd'hui. On parlait dans la presse aujourd'hui de 5 milliards de passagers à transporter en 2025. C'est des chiffres jamais vus, avec des commandes d'avions qui sont considérables. Et pour alimenter le fonctionnement de ces avions, il faut des pilotes. 600 000 à former sur les 20 prochaines années, ça veut dire 30 000 pilotes par an. La capacité de la flotte actuelle, c'est 10 000 pilotes formés par an. On va les former avec quel type d'appareils ? Non pas les appareils qui sont aujourd'hui en place, tout simplement parce qu'ils arrivent en fin de vie, 45 ans de moyenne d'âge. Donc ils vont devoir être retirés du service, au profit de nouveaux avions qui doivent respecter naturellement les contraintes sociétales d'aujourd'hui, c'est-à-dire le respect de l'environnement. Le deuxième marché pour lequel on positionne notre avion 6 places, c'est le marché de la RAM. Pour bien le comprendre, on exprime ici les caractéristiques d'un transport, d'un trajet entre Tours et Brest, typiquement 450 km. En abscisse, en axe horizontal, on indique le temps de trajet. Et en axe vertical, on indique le coût par passager. Il y a deux régimes principaux qui existent aujourd'hui, celui de l'avion de transport, qui représente donc les deux points supérieurs. C'est un peu moins d'une heure de trajet et un prix par passager qui oscille entre 500 et 800 euros. L'autre extrémité du spectre, c'est le transport routier. Quand on n'a pas beaucoup de moyens et du temps, on prend le bus. 7 heures de trajet, etc., jusqu'au véhicule individuel, véhicule thermique. Et ce que je mets en évidence ici, c'est que entre ces deux régimes, il y a un sweet spot, il y a une zone d'intérêt qui est précisément ce sur quoi on se positionne quand on parle de RAM. RAM, c'est Regional Air Mobility, mobilité aérienne régionale. Il faut conclure. Ce marché, il est gigantesque. On n'est pas les seuls à le dire, c'est un consensus international. On parle de 100 milliards de dollars par an d'activité à l'horizon 2035. Un exemple de ce que peut être la RAM, et en particulier, c'est un outil de désenclavement du territoire qui est non polluant, abordable et qui utilise des infrastructures existantes aujourd'hui. Sur la base d'une opportunité qui est celle donnée par l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une molécule universelle qui alimente aussi bien le transport terrestre que le transport aérien ou maritime. Je vous remercie. Bon, c'est le dernier mot. Merci beaucoup. Merci Olivier Savin d'être venu nous présenter l'une des solutions. On y est, votre avion, vous allez le présenter au prochain Salon du Bourget, c'est ça ? Tout à fait.
Le roll-out, comme on appelle ça, dans notre jargon, ça va avoir lieu effectivement en juin 2025 à l'occasion du prochain Salon du Ponget. Voilà, on y est. C'est pas un rêve très très lointain. Merci beaucoup d'être venu nous présenter voilà, votre société et votre avion. On va ouvrir tout de suite notre première table ronde donc sur ce défi de conciliation à la fois du développement économique et du respect de l'environnement. Olivier Savin vient de le dire, on dépasse les 5 milliards de passagers qui ont choisi l'avion cette année. Retour aux chiffres d'avant 2019, d'avant la pandémie et la croissance du trafic. Croissance mondiale, elle va continuer, notamment boostée par les marchés chinois et par l'Inde. L'enjeu, c'est de ne pas laisser cette croissance aux autres, de rester un champion mondial du secteur et de baisser drastiquement les émissions carbone. J'en reviens à cette équation que certains jugent impossible à résoudre. On a entendu Bertrand Piccard tout à l'heure. On va continuer d'esquisser des solutions avec mes invités. Je vous propose de les applaudir pendant qu'ils montent sur scène. Christine Arrigui, la députée Les Écologistes de Haute-Garonne, secrétaire de la Commission des finances de l'Assemblée. Bienvenue. Vincent Capo-Canelas, sénateur centriste de la Seine-Saint-Denis et président du groupe d'études d'aviation civile. Bertrand de Lacombe, responsable de la veille réglementaire et des relations extérieures du groupe Airbus. Vous pouvez l'applaudir aussi. Et Jean-Luc Schnebelen, le président du groupe EDIS. Bienvenue à tous. Vous pouvez vous installer. Je vais redonner rapidement quelques chiffres parce qu'on en a déjà eu beaucoup et donc je ne voudrais pas vous noyer quand même dans les slides et dans les chiffres, mais quand même ils sont importants. Ça a été évoqué par Bertrand Piccard tout à l'heure. Les avions de génération en génération qui sont de moins en moins gourmands. On a pris des exemples des avions d'Air France qui permettent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de 25% par rapport aux appareils de la génération précédente. Et si on rentre, donc là vous voyez l'évolution, si on rentre dans le détail des moteurs, on remonte au début des années 80 et vous voyez le moteur de 82, il fait déjà moins 25% par rapport à la génération précédente. Le moteur de 2016 fait moins 15 à moins 20% et celui, et là on est dans les prévisions, de 2035 fera encore 20% de baisse d'émissions de CO2. Et évidemment, il n'y a pas que les avions, et on va en parler dans cette table ronde, les aéroports qui font leur part de ces efforts. Elle est objectivée, vous le voyez, par cette accréditation, l'accréditation Airport Carbone. 83 aéroports français la possèdent, ça place la France à un bon niveau. Vous voyez le chiffre global, c'est la barre orange, le chiffre français, c'est celui qui s'affiche à côté. Il y a un aéroport français qui fait partie de ceux qui atteignent le meilleur niveau. Le niveau supérieur de l'accréditation, c'est celui de Hyères-Toulon. Voilà pour les chiffres pour poser le décor. Christine Arrigui, je vous voyais réagir aux différentes prises de parole. Vous avez un micro face à vous. Bon, il y a des progrès, on peut pas les nier. Est-ce qu'ils sont suffisants, ces progrès? Comment vous réagissez à finalement ces efforts qui sont faits pour réinventer un transport aérien, mais qui va continuer de croître à un rythme rapide? Oui, bonjour à toutes et tous. Ravie d'être présente ici en tant que députée écologiste, députée de Toulouse, et puis également ex-présidente du groupe d'études aéronautique et espace. Alors je dis ex parce que vous savez, les mandats se succèdent très très rapidement en ce moment. Et j'espère de nouveau bientôt présidente de ce groupe d'études aéronautique et espace absolument passionnant. Et donc, par rapport à votre question, moi j'ai quelques quand même chiffres à rajouter, puisque évidemment je ne veux pas abreuver l'assistance de ces chiffres que vous connaissez par cœur, mais enfin celui-là me paraît quand même extrêmement important. C'est que 40% des Français n'ont jamais pris l'avion et que 80% c'est 80% au niveau mondial. Donc ça, c'est quand même sur une dimension extrêmement importante parce que, comme vous le savez, le pétrole, c'était quand même assez génial parce que ça faisait nos micros, ça fait tout puisque c'est l'énergie et que derrière la question de la mobilité, derrière la question de l'aéronautique, aujourd'hui, en fait, la vérité, c'est que nous parlons énergie et nous parlons production d'énergie. Or, dans un contexte mondial d'attrition de l'énergie, en tout cas pétrole, puisque ça fait du CO2 et c'est du coup on ne peut plus l'utiliser, eh bien il va falloir savoir qui et à qui doit profiter cette énergie et ne pas rentrer dans ce que nous allons avoir dans quelques années, et très rapidement d'ailleurs, c'est celui du conflit d'usage. Et en effet, si aujourd'hui on dit que l'aéronautique doit évidemment faire des progrès en termes d'utilisation des carburants durables, ça sera la deuxième table ronde. En tout état de cause, il ne faudrait pas non plus que ce soit l'aéronautique qui
puise et qui pioche la totalité des énergies, alors que ça ne profite qu'à 40% des Français et 80% au niveau mondial. Une dimension sociale d'un projet politique, évidemment, que je porte, puisque à l'écologie, évidemment, doit être associée complètement la question sociale. Deuxième élément que je voulais indiquer, en réponse à ce que disait Baptiste Voilpin tout à l'heure, qui est tout à fait exact, sur le fait que quand on remplace des avions, eh bien, il y a évidemment un coût en termes de consommation d'énergie extrêmement important, enfin un rendement extrêmement important, mais c'est que la consommation de carburant elle a baissé de 80% entre 1970 et 2023, mais qu'en même temps, on va le dire comme ça, on peut le dire encore, trafic aérien est multiplié par 13, et donc en réalité les émissions de CO2 elles ont triplé depuis 1970. Donc on voit bien qu'on est dans une équation qui est extrêmement complexe pour ce secteur, parce que évidemment, les efforts qui sont faits par ce secteur, et je les reconnais, et moi en tant que député de Toulouse, je vois bien qu'on est dans un secteur de l'excellence, que ce soit par le biais de ces écoles, que ce soit par le biais de ces constructeurs, mais pour autant, on est rattrapé par le succès, pour certains, du transport aérien, et qui fait qu'au bout du compte, on n'a pas diminué ni par les nouveaux appareils, ni par la production de carburant durable. Là, on n'a pas diminué la progression, et même on l'a multiplié de façon exponentielle, la progression de production de gaz à effet de serre. Donc cette équation est extrêmement complexe quand on raisonne non pas dans une filière, mais quand on raisonne de façon globale sur le sujet des mobilités, sans compter effectivement la question de l'hydrogène, dont j'ai apprécié la présentation qui a été faite, mais pour fabriquer de l'hydrogène, eh bien pour l'instant, que je sache, les données physiques font qu'il y a une déperdition d'énergie pour arriver finalement à la cellule d'hydrogène. Donc on est vraiment dans un monde qui est celui de la question de l'énergie, et dans ce monde-là, évidemment, nous avons en tant qu'écologistes eh bien, des options qui sont des options qui font que eh bien, on privilégie pour les vols courts, on privilégie le train, et donc il faudrait investir de façon massive dans le ferroviaire, et ne serait-ce que dans le ferroviaire, en tout cas de proximité. Aujourd'hui, 8 personnes qui prennent le train sur 10 prennent le train pour des transports de proximité. Et c'est donc dans la proximité qu'il faut construire, évidemment, les mobilités qui sont des mobilités de tous les jours et du quotidien. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui puissent faire, Bertrand Piccard nous faisait rêver, qui puissent faire le tour de la Terre en 2 heures, tandis que d'autres mettent 2 heures pour faire Blagnac, et traverser Toulouse pour aller de l'autre côté tous les matins et tous les soirs par le périphérique. Ça n'est pas socialement acceptable, ce n'est pas écologiquement acceptable. Donc il faut favoriser et des investissements massifs dans le ferroviaire pour les vols courts. Moi, je ne vais pas à Tokyo en pédalo. Et donc, évidemment, investir massivement dans le long trajet, qui est la destination de demain pour l'aérien, avec des nouvelles technologies, et investir massivement dans la R&D. Aujourd'hui, je considère que l'aéronautique n'investit pas suffisamment dans la R&D, peut-être un peu moins de distribution de dividendes et peut-être un peu plus de R&D, parce que si on ne continue à changer nos avions pour les faire néo, évidemment on gagne, mais pour autant on n'est pas dans la construction de l'avion de demain. Et l'avion de demain, si on veut le faire, c'est-à-dire c'est avant 2050, parce que sinon, bien, on sera avec, vu la durée du nombre d'avions et vu le renouvellement et le temps qu'il faut pour renouveler des avions, eh bien, on n'atteindra pas en 2050 les objectifs que nous nous sommes fixés. Déjà, on les a dépassés, et donc on ne les atteindra pas. Bon. Donc toutes ces équations, quand j'en parle en termes de mobilité des camions, quand j'en parle en termes de mobilité des voitures, ou quand j'en parle en termes de fluvial, je tiens exactement le même raisonnement. On ne peut pas raisonner aujourd'hui uniquement dans une seule des filières. C'est comme si on regardait la piscine avec un seul couloir de nage sans regarder la globalité de la piscine. Bon. Voilà, donc je ne veux pas être plus longue, mais je vais vous avez donner la parole, mon la table ronde dure 1 heure. Sur le sujet. Oui. Donc la question, effectivement, c'est celui de demain, des conflits d'usage, et évidemment, au-delà du conflit d'usage, de la question géopolitique de la source de l'énergie, de notre souveraineté énergétique. Oui, et cette question géopolitique, effectivement, la question du trafic aérien et de sa croissance, c'était évidemment une question mondiale. Bertrand de Lacombe, le trafic aérien, il se
multiplie par 2 tous les 20-25 ans, quelles que soient les crises. Vous avez un micro juste devant vous. Et vos carnets de commandes chez Airbus disent que ça va continuer, c'est ça ? Oui, merci beaucoup et merci de bien vouloir nous permettre d'intervenir dans cette table ronde. Alors, en effet, les prévisions d'Airbus, c'est que le nombre d'aéronefs devrait doubler à l'échelle d'à peu près 20 ans, puisque aujourd'hui, il y a dans le monde à peu près 24 000 avions qui volent et on prévoit qu'il y en aurait à peu près 48 000 en 2043. Donc ça fait précisément 19,6 ans, je crois, pour arriver à ce doublement. Alors, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Madame la députée avec un point d'accord essentiel, je pense, à la base, c'est que effectivement, à l'échelle mondiale, on a une très large majorité de la population, vous disiez 80%, qui n'a jamais pris l'avion. Mais j'enchaînerai sur le fait que la difficulté, c'est qu'ils veulent prendre l'avion. C'est-à-dire qu'en Chine et en Inde, plus une classe sociale, plus on monte dans l'échelle sociale, plus plus on on va constate prendre en général, l'avion, c'est que plus on arrive effectivement dans la classe moyenne et plus on a envie de prendre l'avion. Mais les prévisions que nous faisons... Oui, alors, mais moi, je parle à l'échelle mondiale, si vous voulez. Je suis tout à fait d'accord. Alors, il se trouve qu'à titre personnel, et pour désamorcer tout de suite le sujet, à titre personnel, je n'ai strictement rien contre le chemin de fer, bien au contraire, et je pense que je suis le seul individu dans cette salle, et probablement en France, à avoir à la fois la médaille d'honneur des chemins de fer, puisque j'ai un passé à la SNCF, et la médaille de l'aéronautique. Donc vous voyez, moi j'aime tous les modes de transport, ils sont tous compatibles, et par ailleurs, je me déplace beaucoup en vélo. Donc voilà, c'est pas le sujet pour moi. Mais il faut effectivement vraiment qu'on se place à l'échelle mondiale, avec, à mon avis, une croissance du transport aérien considérable, qui fait qu'il faut qu'on se mette ensemble pour se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que, comme vous l'avez indiqué, on a des progrès technologiques, mais il faut que ces progrès technologiques, ils aillent au moins aussi vite, et même plus vite que la croissance du transport aérien. Et si on prend l'actualité... C'est pas tout à fait le cas pour l'instant, ou ça l'est ? Alors aujourd'hui, on a une efficacité énergétique qui progresse d'un peu plus de 2% par an. On est sur une croissance du transport aérien qui est plutôt supérieure. Donc c'est ce qui fait que effectivement aujourd'hui, comme ça a été rappelé tout à l'heure, en termes d'émissions à l'échelle mondiale, c'est Bertrand Piccard qui le rappelait, on est en dessous de 3%. Le risque, c'est de progresser. Mais juste un ou deux éléments dans l'actualité récente des 2 ou 3 derniers jours. Air India, vous avez peut-être vu ça lundi, a annoncé l'acquisition d'une centaine d'Airbus. Je rappelle que la flotte d'Air France, c'est 220 avions à peu près. Donc, vous voyez, en une seule commande, l'Inde veut acquérir une flotte qui représente la moitié de celle d'Air France. Vous évoquiez les prévisions de trafic pour commencer. Donc, à peu près 5 milliards de passagers en 2024. Il se trouve que IATA, l'Association mondiale des compagnies aériennes, a sorti ses prévisions hier en disant que pour 2025, on serait sans doute à peu près à 5 milliards 2. Donc 5 milliards 2, donc 200 millions de passagers, il se trouve que ça correspond au trafic annuel français. Et donc, on prévoit que, en une année, on va ajouter le trafic aérien français. Voilà. Donc... Voilà, je crois que c'est ça le point sur lequel il faut qu'on se concentre ensemble pour voir ce qu'on fait, et y compris en matière de R&D. Et Madame la députée, vous avez parfaitement raison. Oui, moi, ma conviction, c'est que le trafic aérien va, qu'on l'aime ou pas, c'est pas le sujet, mais va continuer à croître considérablement, y compris pour desservir des territoires qui n'ont pas le choix. Là aussi, élément d'actualité, lundi, je crois, Vinci a annoncé qu'il allait exploiter 7 aéroports en Amazonie. Le fait est qu'en Amazonie, il n'y a pas beaucoup de routes et il y a encore moins de trains. Donc vous nous dites quoi ? Vous nous dites que c'est la solution la plus écologique pour transporter les passagers en Amazonie ? Je ne sais même pas s'il faut dire la solution la plus écologique. C'est la solution pour désenclaver. En fait, il n'y en a pas d'autre. Tout simplement. Elisabeth Borne avait eu le courage, quand elle était ministre des Transports, de dire, je crois que c'était en 2018 ou 2019, que quand on était au Puy, par exemple, pour rejoindre la capitale, c'était quand même très compliqué par la route, par le train, et que bien sûr, on ne fera jamais une ligne TGV pour aller au Puy, et que donc l'avion avait sa vertu. Moi-même qui suis du Limousin, je peux vous dire que, et encore une fois, j'aime le train,
mais c'est parfois un peu compliqué. Alors je rassure tout le monde, j'ai jamais pris l'avion pour faire Limoges-Paris. Mais voilà, il y a un certain nombre d'endroits dans le monde où l'avion est indispensable et contribue à désenclaver, à permettre aux gens de voyager, de retrouver leurs proches. Et à l'échelle européenne, regardez le succès d'Erasmus. Pour moi, le succès d'Erasmus, il est complètement corrélé au succès des low cost, dont on peut penser ce qu'on veut par ailleurs. Mais voilà, l'aviation, elle rend des services et il y a cette attente incroyable dans le monde pour ça. Vincent Capo-Canelas, je vous propose de prendre le micro pour peut-être commencer, encore une fois les uns et les autres, vous aurez plusieurs interventions dans cette table ronde, peut-être sur ce que représente ce secteur aérien au niveau économique en France, puisque là on vient de faire la démonstration qu'il y a une croissance qui est une croissance mondiale, qu'on a des géants français que je ne présente plus. Vous dites quoi? Vous dites attention à ne pas laisser cette croissance aux autres. Qu'est-ce que ça représente ce secteur pour vous? Bonjour à tous. Alors, tout à l'heure, Bertrand Picard nous parlait des frères Wright. Alors, on ne va pas faire de querelle sur qui sont les pionniers franco-américaine, mais on a tous en tête que la France a un destin singulier dans sa relation au monde et que ce destin singulier, il est né notamment du génie français qui a été, grâce à ses ingénieurs, grâce à des pionniers au départ, de s'adresser au monde entier, de permettre un essor du transport aérien. On est encore une des 3 nations qui sont capables de concevoir de A à Z et de produire et commercialiser de A à Z des avions qui sont achetés dans le monde entier. Okay, on ne le fait pas tout seul aujourd'hui, mais en conception, en réalisation, on sait tout faire. Et c'est un avantage compétitif, c'est un élément clé de notre contribution à la balance du commerce extérieur. Et on a un savoir-faire particulier. Alors après, on peut discuter les évaluations, mais il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui travaillent directement et indirectement pour ce secteur. On est largement au-dessus des 350 000 à peu près. Il y a un paradoxe, c'est qu'on est aussi le pays qui se singularise aujourd'hui le plus dans l'aérobashing. Tout à l'heure, l'un d'entre vous évoquait le contrôle aérien, par exemple, en disant il faudrait qu'on améliore. C'est vrai qu'on peut gagner 7 à 8% d'émissions avec des routes droites, avec sans doute, c'est un mot tabou, mais un vrai ciel unique européen, et avec des efforts qui ne sont pas simplement les efforts des contrôleurs aériens, d'ailleurs, qui sont des efforts de l'État. Un certain nombre de choses ont été engagées là-dessus, mais il faudra qu'on veille à ce que ça arrive. Et il faut qu'on travaille, y compris sur les descentes en continu, sans oublier les riverains, parce que les descentes en continu sont une concentration du trafic sur certaines routes. Voilà, bon. Donc il y a des choses là-dessus, mais on n'avance pas vite. J'ai fait inscrire dans le climat le fait que l'État s'obligerait à avancer sur le contrôle aérien. Bon. Deuxième chose rapidement, il y a un débat sur la taxe aujourd'hui. On est le pays qui taxe le plus. Donc paradoxe, c'est un secteur où nous sommes pionniers, un secteur qui est pourvoyeur d'emplois, qui est pourvoyeur pour une fois de contribution positive à la balance du commerce extérieur, et en même temps on le taxe. Et enfin, on baisse les crédits du CORAC. Le CORAC, c'est le Conseil pour l'aviation civile, le Conseil pour la recherche de l'aviation civile. Un certain nombre dans cette salle connaissent ça très bien. Et l'État enlève des crédits. Par rapport à ce que disait ma collègue députée, il y a un paradoxe. Voilà. Donc on a un sujet aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas capable de continuer sur cette lancée, de croire dans le progrès technologique, et parfois aussi, dernier mot, de le financer. C'est-à-dire que ce secteur est majeur et on ne sait plus le financer. En clair, on est en train d'organiser une forme de sous-investissement. On a eu la taxe sur les infrastructures de longue distance l'année dernière, qui n'était pas rien, qu'on a appliqué un peu cyniquement au secteur aéroportuaire parce que ça ne pouvait pas être uniquement les autoroutes, et ça pèse fortement. Et là, on était sur 1 milliard de taxes supplémentaires. On verra, point d'interrogation, ce qui va sortir du débat budgétaire lorsqu'il reprendra. Mais il y a quand même un sujet. Et en face de ça, alors je ne sais pas, la start-up qui s'est créée tout à l'heure, comment elle se finance. Enfin, j'observe qu'un certain nombre de start-up dans le domaine de l'hydrogène et l'électrique vont chercher des fonds aux États-Unis. Donc moi, simplement, mon message, il est de dire taxer n'est pas toujours décarboné. Et veillons à garder notre longueur d'avance. Soyons exigeants avec nos amis industriels qui, de mon point de vue, ne vont pas assez loin, et ça, je vous rejoins là-dessus. Mais par contre, ne nous trompons pas de débat, la taxe n'est pas la solution. On y reviendra en détail préservons nos atouts. Sur la taxe, parce que c'est évidemment un des chapitres importants de cette table ronde. Jean-Luc Schnobelen, je vous propose de prendre un micro pour nous
Présenter peut-être EDIS en quelques mots. Je crois que c'est 17 aéroports en France. Où sont-ils situés? Quelles sont leurs caractéristiques? Alors, c'est 15 aéroports en métropole, 2 ultramarins. C'est plutôt des aéroports régionaux où il n'y a pas de gros trafic. Mais je voudrais juste, à travers cette présentation rapide des aéroports, les aéroports, c'est 50 000 mètres carrés de surface qui sont des pièges à carbone, 50 000 mètres carrés de biodiversité qu'on trouve nulle part. Donc c'est juste pour un petit rappel de l'apport des aéroports. Pour nos aéroports, nos 15 aéroports, c'est 5000 vols sanitaires. Donc les vols sanitaires, c'est des transferts d'organes. C'est des gens qu'il faut transporter en urgence d'un hôpital à un autre. Donc c'est 5000 vies sauvées. C'est environ 5000 vols militaires. Là aussi, on parle du réarmement de la France, notamment militaire. Mais il va bien falloir faire décoller les avions d'un endroit ou de l'autre. Donc, je veux juste montrer l'importance des infrastructures qui existent en France, dont on dit qu'elles sont souvent trop nombreuses. En réalité, on n'en construira plus. On voit la difficulté, je dirais, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du tout-train. Enfin, du train notamment, on voit la difficulté de faire des transverses, parce que la vie, malheureusement, c'est pas la province Paris, mais c'est aussi la province. Et là, on a tendance à l'oublier. Mais l'économie, la vie, c'est pas toujours de venir à Paris ou de partir de Paris vers la province. Et là, on a des difficultés de transport qui sont énormes. C'est souvent pas d'autre moyen que de prendre la voiture, de faire 8 heures de voiture pour aller de Nîmes à Toulouse, puisque, par exemple, un aller-retour, c'est 8 heures minimum s'il n'y a pas d'embouteillage. Et donc, si vous voulez... Pardon ? C'est 4 heures pour aller, 4 heures pour retour. 8 heures aller-retour. Pardon ? Quand tout va bien. Hein. Non, c'est pas 8 heures pour... J'ai mis 9 heures pour faire un Paris-La Rochelle, hein, donc ouais, tout peut arriver. Tout peut arriver. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je l'ai pris exprès. C'est le bicamérisme à l'œuvre. Non, mais c'était pour ça que j'ai pris cet exemple. Donc, tout à l'heure, on parlait, je dirais, de projets sur les avions électriques, sur les avions décarbonisés. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on prenait l'exemple du téléphone. Pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, vous avez, je dirais, le dernier téléphone. Alors, c'est le Apple 16, je crois. Donc, en fait, il faut se rappeler qu'il y a 16 ans, le smartphone n'existait pas. C'est la 16e année qu'on sort d'un smartphone. Donc, on voit l'évolution technique, la rapidité technique, et je dirais l'évolution technologique, l'intelligence de l'homme qui résout des problèmes. Et face à ça, j'aimerais juste qu'on réfléchisse à combien de temps il faut pour faire une voie ferrée de 500 km. Je pense qu'on est dans les mêmes délais. Donc, moi, je préfère aller vers l'évolution technique, l'évolution technologique, qui nous fera tous progresser. Et je pense qu'on a une chance inouïe, c'est qu'on a une vraie capacité de résoudre des problèmes dans ce pays, une vraie capacité, je dirais, d'avoir des infrastructures qui existent, une vraie capacité de pouvoir avoir l'avenir plutôt avec le verre plein que la moitié vide. Alors, merci Jean-Luc Schnabelen. Christine Arrigui, vous pouvez reprendre un micro pour réagir. Là, on est dans une salle avec beaucoup d'intervenants qui sont persuadés que
la technique va permettre de trouver des solutions que le génie humain, et c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de progrès au fil des générations, nous permet de trouver des solutions. Il y a un mot que personne n'a encore prononcé, c'est le mot sobriété, et c'est les changements d'usage. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce qu'on va forcément devoir moins prendre l'avion? Oui, alors moi je crois à la technique, mais je ne suis pas une technosolutionniste. Donc, en fait, sur le sujet de l'aviation, en fait, il faut avoir une vision et prendre, non pas de la hauteur, ou enfin quoi que pour l'aviation, on peut dire comme ça, pour avoir embrassé l'ensemble de la problématique. Alors, d'abord, je voudrais répondre ou reprendre ce que vous disiez sur la question des aéroports régionaux, par exemple. Sur la question des aéroports régionaux, je pense que des technologies comme celles qui viennent d'être présentées, ou celle qui est à Toulouse d'un concurrent à vous, sans doute, Aura Aéro, eh bien, peuvent être à terme, alors en France comme à l'étranger, en Amazonie ou ailleurs, des solutions alternatives à la question très coûteuse de l'aménagement ferroviaire. Parce qu'effectivement, construire une ligne ferroviaire, c'est très coûteux, c'est écologiquement en plus très handicapant par rapport évidemment à la biodiversité. Et donc, sur des lignes transversales, la question de ces petits avions pourrait être effectivement à terme une solution de réinterrogation de la pérennité évidemment des aéroports régionaux, même si en France il faudrait aussi avoir le courage de se dire que 2 aéroports qui sont équidistants à peu près de 30 km, je fais un exemple vers le sud-ouest, je ne sais pas si vous voyez à peu près où je me situe là, eh bien c'est peut-être pas utile parce que c'est aussi des subventionnements de la région et que cet argent-là, il serait intéressant de le mettre ailleurs. Et que quand on veut construire une autoroute parallèle à une route, eh bien, peut-être qu'il n'est pas nécessaire non plus d'avoir un aéroport. Là, je suis un petit peu plus de l'autre côté. Parce que tout ça, ce sont des financements publics et que dans le contexte actuel, je sors de la commission des finances avec la loi spéciale qui vient de nous être annoncée, eh bien, l'argent public nous manque. Et que cet argent public, eh bien, il faut essayer de le penser avec les contraintes de 2024 et pas avec l'idée des 30 glorieuses des années 70. Et également dans peut-être l'argent public, dans des aides aux entreprises, parce que je suis favorable aux aides aux entreprises et au crédit impôt recherche en particulier, qui soient efficaces dans le contexte qui est le nôtre, celui de la décarbonation et celui évidemment de la lutte contre le dérèglement climatique. Donc ça, c'est ce que je voulais rajouter. Alors, votre question était plus exactement sur, parce que je l'ai oublié en rotin. Non, est-ce que finalement, pour résoudre l'équation, la seule solution, c'est pas de prendre la question de la sobriété, l'avion. elle s'interroge à l'aune d'une question qui doit être notre question à tous en tant que citoyens, c'est quel aménagement du territoire nous voulons pour demain et quelle planète nous voulons pour demain. Et à partir du moment où on répond à cette question, à la fois pour le territoire national et évidemment le territoire européen, et puis après un niveau mondial, on a la réponse à cette question. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui fait qu'à un moment donné, on est contraint à consommer encore davantage et qu'on est contraint également à produire de plus en plus de CO2, eh bien, il faut arriver à avoir une mesure qui est celle de la sobriété. Alors bon, je sais, il y a Jean Covici qui a posé ça de façon extrêmement abrupte parce que lui, c'est pas un politique et donc il dit les choses telles qu'il les pense. Bien, on limite à 4 vols par personne par vie. C'est quelque chose, c'est bien sur le papier comme ça, mais ça n'a pas de sens en réalité, ni en termes de liberté publique, parce qu'il faudrait faire des croisements de fichiers, ça c'est inimaginable, ni en termes de réalité, puisque comme je vous le disais, 4 vols par an pour qui? Puisqu'il y en a 80% qui de toute façon n'ont jamais pris l'avion et ne le prendront jamais, même si, comme vous le dites, peut-être ils en ont envie, mais ils n'en auront pas les moyens. Donc en tout état de cause, quoi qu'on leur propose, la réalité c'est que ça ne pourra pas se faire dans le contexte actuel. En même temps, s'il y a des compagnies aériennes qui achètent des avions en Inde et en Chine, c'est bien qu'elles anticipent le fait qu'il y a de plus en plus de leurs habitants qui vont pouvoir prendre l'avion. Oui, dans un contexte de développement de la croissance tel que le vit la Chine, mais est-ce que vous pensez qu'on est dans un texte en ce moment, dans une perspective de croissance infinie sur des ressources infinies et d'une population infinie? Ceux qui pensent ça, effectivement, ça c'est un rêve, mais en tout cas, c'est pas le mien parce que c'est pas la réalité physique et c'est pas la réalité mondiale d'aujourd'hui.
Et en dernier lieu, peut-être je vais pour pas prendre là tout l'espace, en dernier lieu, c'est que toute cette énergie, il faut la fabriquer. Et que tout ça touche également un sujet de souveraineté, parce que si on dit que la souveraineté, c'est le nucléaire, ben écoutez, moi, je n'ai pas encore vu qu'il y ait des mines d'uranium en France, et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le Nigeria a fermé notre possibilité, le Niger, pardon, a fermé notre possibilité de récupérer, de prendre de l'uranium, et donc on a un vrai sujet de production d'énergie également, qui touche les modalités de production de cette énergie. C'est le sujet de l'énergie, oui, c'est le sujet. Et alors, il y aura des questions, évidemment. On prendra un bon quart d'heure à la fin de cette table ronde pour donner la parole à celles et ceux qui veulent réagir dans la salle. Je voudrais qu'on parle du levier du prix et de la question de, effectivement, une taxe ou pas sur les billets d'avion. Je me tourne vers le sénateur Capo-Canelas, puisque le budget, bon, on le sait tous, il est suspendu. Ça faisait partie des mesures qui étaient intégrées au budget. Vous aviez proposé de plafonner cette taxe. Alors, j'espère que j'ai mon chiffre. Elle est actuellement de 2,63 € pour un voyage en classe éco en France et en Europe. Je crois que c'est le bon chiffre. Vous avez proposé de plafonner cette taxe. À quel montant et pourquoi ? Oui, alors il y a eu un important débat qui est suspendu, comme le PLF, comme le gouvernement et comme chacune et chacun d'entre nous. Les téléphones n'ont pas commencé à bruisser, donc on ne doit pas avoir le nom du nouveau Premier ministre. Alors je suis parti dans ce débat d'un chiffre qui répond d'ailleurs à la question sur la sobriété. Le trafic intérieur en France est revenu à 74% seulement du niveau de 2019. Donc nous sommes déjà en France, en trafic intérieur, à une forme de sobriété qui n'est pas neutre quand même. Et ensuite, l'augmentation de la taxe, alors qui est aujourd'hui en droit constant à 2,63 € sur un billet, alors ce qu'on appelle catégorie 1, c'est-à-dire les vols intérieurs, je comprends évidemment l'outre-mer et l'Europe, c'est une catégorie qui existe, on ne la change pas. Hein. Moi, je la monte à 5,30 € dans la version que le Sénat a donc adoptée, là où le gouvernement l'a montée à 9,50 €. Pourquoi ? Parce que je suis soucieux, comme mes collègues sénateurs, de la desserte intérieure. Et lorsque vous habitez, tout à l'heure, vous parliez l'un ou l'autre du Puy, on pourrait parler d'Aurillac, on pourrait parler de Rodez, on parlait implicitement de Pau. Voilà, je cite quelques destinations comme ça, ou de Perpignan. Eh bien, aujourd'hui, c'est essentiellement un trafic qui est ou des lignes d'aménagement de territoire qu'on subventionne. Donc, je tire votre attention sur un point, c'est que d'un côté, on subventionne, de l'autre, on taxe. Tout comme d'ailleurs, quand je parlais de la taxe sur les infrastructures, l'État s'est infligé à lui-même, à savoir Aéroport de Paris qui contrôle, une taxe, et donc détruit la valeur de l'entreprise en question, et la valeur patrimoniale de l'État est en train de se réduire au fur et à mesure qu'on surtaxe pour ADP et pour Air France. Ça, c'est sur le bilan économique, qui n'est pas tout. Le bilan écologique compte évidemment. Bon. Donc, pour revenir à la taxe, donc on était à 2,63 €. J'ai estimé qu'à 9,50 €, on allait détruire les lignes d'aménagement du territoire qu'on essaie de maintenir via des subventions, et que les lignes qui sont exploitées essentiellement aujourd'hui par des low-cost, malheureusement, sont à 2 € de bénéfice par 2 ou 3 ou 4, si on est optimiste, par passager. Et donc, j'ai estimé qu'en montant de 2,63 € à 9,50 €, on allait avoir des déperditions. Pourquoi ? Parce qu'on a un manque d'avions aujourd'hui et que les compagnies qui sont européennes préfèrent baser des avions dans des pays où il y a moins de taxes et où elles font plus de profits. Et donc, on allait avoir un sujet de fermeture de lignes à un moment où les compagnies aériennes vont mal financièrement et où les aéroports régionaux vont pas très bien non plus depuis le Covid. Voilà. Donc, j'ai fait ce changement uniquement en classe éco aussi, parce que d'abord c'est le cœur du marché intérieur. Ensuite, je suis soucieux que effectivement les plus nombreux et ceux qui ont le moins de revenus puissent aussi, dans une certaine mesure, trouver des billets à des prix qui soient attractifs. Je ne change pas les autres catégories. Et puis je suis également intervenu sur l'aviation d'affaires, parce qu'elle là, pour le coup, l'aviation d'affaires payait 1 million de taxes sur les billets d'avion. Taxe d'ailleurs qu'il ne faut plus appeler taxe de solidarité, parce qu'au départ, elle était là pour le sida, dans les pays qui avaient besoin de financement. Elle ne concerne plus cet objet, et c'est devenu une taxe de rendement budgétaire. Parce que pendant un temps, on avait l'alibi de dire on va financer avec les billets d'avion les infrastructures, notamment ferroviaires, et maintenant, pour l'essentiel, c'est de combler le déficit de l'État.
Et sans étude d'impact, on a dit 1 milliard, tout rond, sans avoir seulement regardé l'effet. Voilà. Donc, sur l'aviation d'affaires, pareil, je me suis mis à plus du triplement de la taxe, au-dessus du triplement, comme j'ai fait plus que doubler pour les classes éco des vols des lignes commerciales régulières. Voilà. Donc en essayant de rester dans la logique de la taxe, sur laquelle j'ai idéologiquement quand même des petits problèmes, mais je ne me suis pas inscrit en opposition totale. J'ai dit attention au moins à veiller à garder la desserte de nos territoires et de permettre à ceux qui ont le moins de ressources de pouvoir espérer voler quand même et de ne pas exclure du marché, de ne pas faire une aviation de riches. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Alors, ça a été financé par le Sénat, puisqu'évidemment, tout le monde m'a dit « Ah, mais sur les lignes commerciales régulières, on devait récupérer 850 millions. » Et 150 millions sur l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires, on collecte 1 million. On voulait multiplier par 150 la collecte. Vous avez plus que doublé les prix, en fait. Donc, on pliait le marché, on pliait, y compris ce que vous appeliez tout à l'heure, les vols d'organes, etc. Voilà. Et puis, sur les lignes régulières, mon amendement tourne autour de 300 millions de moins de recettes. Mais la FNAM a prouvé avec l'UAF que si on appliquait ce que voulait le gouvernement, on allait avoir jusqu'à 12 000 emplois potentiellement supprimés dans nos territoires. Faites monter le RN comme ça. Continuons et on fera monter le RN parce qu'il y a du désespoir dans beaucoup de territoires de France. Je suis élu de banlieue ici, en région parisienne. Enfin, toutes nos racines. Je rappelais que je suis né à Nîmes. Okay, attention à ne pas donner le sentiment à nos territoires qu'on les coupe de tout. Et malheureusement, le faire ne résout pas tout. Voilà. Donc, je pense qu'il faut veiller à la desserte de nos territoires, il faut veiller à l'emploi, trouver cet équilibre, se décarboner. Pour une part, il y a un sujet de sobriété, mais attention à garder le bon équilibre, continuer à investir. Voilà l'équilibre qu'il nous faut trouver. Et j'espère qu'on mettra un peu de rationalité économique dans une stratégie environnementale. C'est les deux. Si on tue le malade, on ne va pas y arriver. Donc il faut que les compagnies continuent à investir, et ça coûte cher la décarbonation, et que nos industriels continuent à investir beaucoup. Merci beaucoup Bertrand de Lacombe. Votre avis sur cette taxe, sur son principe et sur sa capacité, est-ce que c'est le meilleur levier pour décarboner ? Alors écoutez, moi je représente un constructeur aérien, pas une compagnie aérienne, donc c'est pas vis-à-vis de mon entreprise que cette taxe serait la plus opérante. Je peux poser la question différemment. Est-ce que vous l'apercevez comme, on a employé les mots aviation bashing tout à l'heure, comme finalement une représentation un peu symbolique de ce climat ? Alors j'allais venir à ça. C'est vrai que nous pouvons nous émouvoir parce que nous appartenons à la communauté du transport aérien et de l'aéronautique. On peut s'émouvoir du message que ça envoie et effectivement, compte tenu des bonnes relations que nous entretenons avec nos compagnies aériennes, on ne peut effectivement que s'interroger. Mais au législateur de faire son travail. Et pour ce qui est de la sobriété, c'est un concept, moi, qui ne me pose pas de difficulté, mais qui doit s'appliquer pas seulement à nos voyages, qui doit s'appliquer dans l'ensemble de notre vie. Par ailleurs, il faut qu'on ait en tête que, bien sûr, ici, nous sommes à l'Assemblée nationale française, on évoque la situation française, et c'est très bien, c'est très intéressant, mais revenons quand même à des chiffres. Tout à l'heure, je disais, trafic français, à peu près 200 millions de passagers. Imaginons qu'on diminue de 10%. 10%, c'est beaucoup quand même. On fait moins 20 millions. Donc 20 millions par rapport à 5,2 milliards dans le monde. En termes de changement climatique, qu'est-ce qu'on aura fait ? Quel aura été notre impact ? Zéro. En fait, zéro. Oui, mais si on y applique ce raisonnement, personne ne fait rien. C'est toujours la difficulté. Non, pas du tout, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire des choses, mais il faut, je pense, qu'on se concentre sur ce qui permet effectivement d'avoir des résultats. D'où l'importance des investissements dans la technologie, d'où l'importance des SAF, d'où l'importance de l'hydrogène, etc. Il faut qu'on travaille ensemble sur ce qui va vraiment permettre de décarboner l'aviation, parce que, encore une fois, je ne pense pas, et je ne veux pas faire de la prophétie autoréalisatrice, mais je ne pense pas que le trafic aérien va diminuer, et à dire vrai, personne ne le pense, en fait, y compris parce que, Madame la députée, vous évoquez le sujet des moyens, mais le transport aérien
est de moins en moins cher. Et c'est bien pour ça qu'il est de plus en plus, populaire. Donc voilà, il faut vraiment qu'on affronte le sujet tel qu'il est. Et par ailleurs, dernier point, je voudrais dire que ce sujet, si on élargit un tout petit peu la focale et qu'on se met, sans même parler de l'Inde ou de la Chine, à l'échelle européenne. Il se trouve que dans ma vie précédente, j'ai été diplomate, j'ai travaillé à Bruxelles au sein de la représentation de la France, j'ai négocié un certain nombre de textes. Hier, il y avait un conseil ECOFIN, ministre de l'économie et des finances, qui avait ce qu'on appelle un débat d'orientation sur la révision de la directive sur la taxation de l'énergie. Faut-il taxer le kérosène des avions ou pas ? Quel a été le résultat ? Vous avez 3 pays qui veulent absolument qu'on taxe le kérosène des avions. Le principe qui était proposé par la présidence en exercice de l'Union européenne, c'était de prolonger l'exemption jusqu'en 2035. 3 pays s'y sont fortement opposés. La France, la Belgique, les Pays-Bas. Le reste de l'Europe, et en particulier les pays insulaires, évidemment, les pays périphériques, mais aussi les pays qui veulent développer leur tourisme, un pays comme la Slovaquie par exemple, ont tous dit qu'ils voulaient prolonger l'exemption de taxation, parce que l'aviation leur rend un certain nombre de services et qu'ils ne conçoivent pas de s'en passer. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais là aussi, prenons les réalités telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on peut essayer de faire tout le travail qu'on veut à l'échelle française, encore une fois, sur certaines mesures, sur la demande, mais est-ce que c'est le vrai sujet ? Le vrai sujet, c'est comment on travaille ensemble à l'échelle européenne, et on a la chance en plus d'avoir des champions français et plus largement européens, parce que je ne voudrais pas dire que c'est-à-dire qu'Airbus est une entreprise purement française, elle est européenne. On a la chance d'avoir des champions. Comment on fait tous ensemble ? Nous, en investissant, le législateur et l'État en nous aidant avec des programmes tels que le CORAC, effectivement, et ce serait quand même regrettable que le CORAC voit son budget diminuer, pour essayer d'avoir vraiment un impact et que ce soit en Europe qu'on invente l'invention décarbonée avec les grands groupes, avec les plus petites entreprises, avec l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. On a été à l'origine de l'aviation, comme c'était rappelé, et je soutiens totalement le sénateur Capo-Canellas pour dire qu'il faut qu'on revalorise la mémoire d'Henri Farman par rapport à celle des frères Wright. Continuons et soyons à l'origine de l'aviation décarbonée du XXIe siècle. Mais encore une fois, pas de syndrome d'Astérix, quoi. Ne nous enfermons pas dans notre village gaulois sans considérer ce qui se passe à côté, parce que l'aviation, c'est mondial. Pau. Si vous m'entraînez sur Pau, parce que le sénateur l'évoquait, je crois me rappeler qu'il y a 2 ou 3 ans, un élu important de Pau, dont on parle un peu dans les médias ces jours-ci, s'était ému parce que Air France avait diminué ses dessertes. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Si jamais cette personne arrive à des responsabilités importantes dans les semaines qui viennent, mais je laisserai Air France commenter le sujet. Merci beaucoup. Bon, je reste sur la taxe. Pardon de revenir à des questions ultra prosaïques, mais Jean-Luc Schnoebelen, évidemment, je voudrais savoir comment vous percevez cette perspective. On n'y est pas, le budget n'est pas voté, mais bon, ça semble être vraiment sérieusement dans les tuyaux. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence pour vos aéroports ? Moi, je suis littéralement contre la sanction. Et on peut imaginer que dire on taxe, c'est une sanction. Alors, je veux bien que la sanction serve à améliorer. Si cet argent va à l'utilisation de recherche avec des objectifs chiffrés, je dirais avec des objectifs clairs, de dire, messieurs, dans 5 ans, dans 6 ans, vous avez des solutions. Si vous ne les avez pas, vous devez rendre une partie de ces taxes qui ont été levées. Je pense que ça a une vertu. Et ça ferait avancer beaucoup plus les choses. Alors, pourquoi ? Parce que, d'abord, je dirais, certains aéroports et puis vols sont décriés. Et je voudrais revenir sur les dommages qu'on considère des vols au niveau de l'environnement. Avant tout, on a fait des études sur pas mal d'aéroports, c'est le bruit qui est handicapant. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on retient des vols, c'est pas la pollution,
c'est la pollution sonore. Il ne faut pas se tromper là aussi. Ça veut dire que beaucoup de vols sont mal perçus à cause du bruit. Là aussi, un mot très rapide. Monsieur Lacombe, sur le bruit, les moteurs d'avion, on en parlait tout à l'heure, ils sont aussi de moins en moins bruyants. Très, très vite. Hein. Oui, bien sûr. Alors, les moteurs... Allez-y, c'est bon, c'est bon. C'est juste le temps que la régie suive. Les moteurs, comme vous le savez, c'est plutôt nos camarades de Safran qui les font, entre autres. Sans ces moteurs, vos avions volent pas. Mais effectivement, absolument, sinon ça s'appelle des planeurs. Mais je vous confirme que les moteurs gagnent en efficacité de manière extrêmement importante, plus ou moins 20% d'une génération à l'autre. Et donc le bruit diminue, même si parfois c'est pas la perception qu'on en y a, mais pourtant il diminue, absolument. Bon, merci beaucoup, Jean-Luc. Je vous redonne la parole. Donc c'est les associations principalement qui se plaignent des vols. C'est plus lié au bruit. Faut pas le... Or, il y a des gros efforts là à faire. Tout à l'heure, on le disait, par rapport aux approches en vol, avec les aiguilleurs du ciel, c'est d'avoir des approches plus directes, d'avoir des approches dans des couloirs bien distincts. Donc c'est important, là aussi, de se rendre compte que ne nous trompons pas de raison. Deuxièmement, je dirais l'avion, comme les bateaux, comme un peu le train, c'est un véhicule d'émotion. Et ça, on n'enlèvera à personne. Un véhicule d'émotion, c'est des endroits de retour, de départ, de joie, de peine, de tout ce qu'on veut. Et il ne faut pas oublier l'émotion que ça véhicule auprès du monde entier. Donc quand on dit... effectivement, je rejoins, tout le monde a envie à un moment de prendre l'avion, a envie de prendre le train, a envie de prendre et on voit tout à l'heure l'approche que d'ailleurs que vous avez confirmée, de dire, messieurs et mesdames, nous avons une réponse à court terme par rapport aux projets qu'on a vus, qui seront des avions électriques, des avions, je dirais, hydrogène demain matin, sur des courtes distances ou des courtes distances. On a des réponses qui vont permettre de faire baisser les coûts du trafic aérien et, je dirais, de faire voler des gens de façon transverse en utilisant moins la voiture, en étant beaucoup plus... et en ayant une réponse économique à beaucoup de problèmes. Alors, les taxes... Dernier mot et on passe aux questions. Les taxes vont avoir un impact, mais je dis bien... Pourquoi ne l'utilisons pas toutes ces taxes pour faire améliorer là les plus longs cours, accélérer, passer des accords avec les constructeurs en leur demandant des exigences, parce qu'au lieu de punir, il vaut mieux donner une carotte, quitte à se punir si la carotte est mal exploitée ou si la carotte est détournée. Mais je dirais trouver des solutions qui soient des solutions d'aide et d'accélérateur que des solutions punitives. Merci beaucoup. Il nous reste un quart d'heure pour cette première table ronde et c'est le temps qu'on avait décidé de consacrer aux questions-réponses. Donc le fonctionnement est simple. Vous levez la main, vous vous présentez, vous posez une question. Et c'est toujours le premier ou la première. Et bien voilà, une main se lève. Ce sera ici. Allez-y. Merci de vous présenter. Merci bien, volontiers. Bonjour, Alain Guinoiseau, actuellement au ministère de l'Éducation nationale, avant Safran, France Télécom. Je travaille depuis pas mal d'années sur, entre autres, les aéroports, mais depuis, j'ai un petit peu arrêté. J'ai recommencé à travailler sur la problématique du transport aérien et tous les chiffres que nous avons. J'ai travaillé aussi sur la partie transport ferroviaire. Vous nous dites, effectivement, il faut prendre le train. Qu'est-ce que vous avez comme chiffres qui nous permettent de déterminer que le transport ferroviaire est plus intéressant que le transport aérien en termes d'émissions de CO2 ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse ultra précise à la question. Parce qu'on parle beaucoup de chiffres, mais je travaille là-dessus depuis 5 ans, donc j'aimerais savoir quels sont les chiffres qui sont exploités. Ça dépend de la motorisation du train. Voilà, exactement. Train régional, par exemple. Oui. Non, mais là, je n'ai pas les chiffres précis, mais tout est documenté par rapport au rapport kilomètre passager par rapport à la mission de CO2. Mais évidemment, si vous me prenez
un train diesel ou un Voilà. train électrique, Exactement. on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Tout Et à fait. pour autant, évidemment, entre le kilomètre passager avion et le kilomètre passager voiture ou le kilomètre passager train, c'est le kilomètre passager train qui emporte la palme, si on peut dire, de la non-émission de gaz à effet de serre. Donc, à condition qu'on ne regarde pas Parlons tout depuis le du début, cycle de vie c'est-à-dire du du produit, cycle quoi. de vie du produit, même si les locomotives aujourd'hui, il y a des locomotives qui ont 80 ans et qui continuent à fonctionner. Donc, la création... Non, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la création, évidemment, d'une voie ferrée, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis favorable à ce qu'on s'interroge sur les mobilités de proximité, parce qu'il y a déjà beaucoup qui sont faits, il faudrait accélérer le cadencement, etc. Parce que le service rendu aux usagers, aujourd'hui, de ceux qui prennent le train, c'est 8 sur 10 qui prennent des trains de proximité. Et donc, si on veut enlever des voitures de nos villes et enlever nos voitures de nos régions périurbaines, voire rurales, eh bien, évidemment, il faut investir sur ces sujets-là. Et que l'argent n'est pas magique et qu'à un moment donné, si on n'investit pas sur ce sujet-là, eh bien... on se retrouve avec un aménagement du territoire qui ne favorise pas les classes populaires et celles qui sont les plus en difficulté. Et le rapport avec la montée du Rassemblement national est tout à fait pertinent à ce propos. Alors, cette question, vous pouviez y répondre aussi, Bertrand de Lacombe. Oui, j'ai un chiffre en tête en tant qu'ancien cheminot. Alors, ce n'est pas le rapport de passagers, mais c'est le réseau ferroviaire. De mémoire, le réseau français est électrifié à 55%, ce qui veut dire que 45% ne l'est pas. Et donc, ce sont des trains au diesel qui circulent dessus. Et si vous prenez une région du centre de la France que j'aime bien, comme le Limousin, par exemple, qu'il s'agisse de faire Limoges-Ussel, Limoges-Périgueux, Limoges-Poitiers, Limoges-Angoulême, tout ça est effectivement en train diesel, mais ça n'est pas le rapport avec le nombre de passagers, évidemment. Donc, voilà. Mais c'est juste un indicateur. Et ce sont des lignes qui ne seront évidemment jamais électrifiées, puisque tout ça coûte un argent que nous n'avons pas. Oui, la question, c'est évidemment quand même, c'est ce que disait Brice Lalonde, et je partage totalement son point de vue, il faut prendre en compte quand même l'infrastructure ferroviaire, c'est-à-dire tout le ballast et tout le reste. On met quand même un certain nombre d'années à absorber tout ça. Voilà, donc le jour où l'aérien sera capable de limiter drastiquement ses émissions de CO2, on a quand même une infrastructure au départ, une à l'arrivée, et au milieu, on n'a rien. Il s'agit au milieu de ne pas cracher du CO2. Voilà, bon. Donc là, il y a quand même bon. Je pense ensuite qu'on entretient trop les cheminots dans l'idée que leur problème, c'est l'aérien. Je pense que la question du ferroviaire, c'est d'abord l'entretien du réseau, et là, le pays a des grandes responsabilités sur la qualité du réseau, le sous-financement dans les infrastructures, et que l'avenir du ferroviaire, c'est aussi la qualité de service, c'est aussi la robustesse du service, la fiabilité, et que c'est aussi de faire de la productivité au passage. Voilà. Ça n'est pas que de taper sur l'aérien. Cette opposition me paraît stérile. Voilà. Moi, je crois aussi qu'un mode de transport dont on dira il est le seul, il a un monopole total, il y a une interdiction de tout autre mode de transport à côté, ce n'est pas une société que j'aime. Je pense qu'il faut aussi que tout le monde se dise qu'il faut être stimulé tant soit peu. On organise, on réglemente, il y a des raisons d'intérêt public de réglementer, mais on fait attention à rester quand même dans une société d'innovation, etc., avec tout le monde, avec les riverains, avec les voyageurs aussi, qui sont quand même au centre du sujet, avec les salariés et les élus locaux qui se battent aussi. Voilà. Juste un point, c'est qu'on a quand même un enjeu, je veux juste le dire en une minute, mais quand vous allez à Aurillac, par exemple, j'ai fait une mission, quand vous allez à Rodez, à Pau aussi, bon. Les entreprises locales, à Pau, vous avez Safran par exemple, à côté. Hein, bon. Elles vous disent quoi? Elles vous disent, moi si je n'ai pas de liaison directe, je suis trop loin, je suis mal desservi par voie routière et je serai toujours mal desservi par voie ferroviaire, malheureusement. Et là, dans ce cas-là, ces entreprises vous disent, si je n'ai pas une ligne aérienne, eh bien, tout le monde s'en va.
Voilà, donc ça, il faut avoir cette notion de complémentarité, d'équilibre. Et effectivement, bon, sur le ferroviaire, pour reprendre la question d'origine de monsieur, il y a un sujet, c'est qu'on a un biais direct maintenant dans le débat public qui est de dire c'est beaucoup mieux. Oui, à certains égards, c'est mieux, mais il faut quand même un petit peu le nuancer. Et je pense qu'il faut qu'on réinterroge tout ça avec des données purement scientifiques et complètes. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, d'autres questions dans la salle? J'en vois une ici sur ma droite. Merci de faire passer le micro jusqu'au bout de la rangée. Bonjour, merci de vous présenter. Bonjour, Patrick Dumière. Pouvez-vous demander à nos intervenants de réagir, mais presque par oui ou par non, sur la pertinence à leurs yeux d'une des solutions, je mets des guillemets, mais qui est la compensation. Est-ce que, bon, elle est la mauvaise presse effectivement dans le transport puisqu'elle sert un peu d'alibi, même un peu beaucoup, mais néanmoins, dès lors qu'on a quand même du résiduel, des émissions résiduelles, est-ce que la compensation ne peut pas rentrer un peu dans la panoplie un peu des stratégies décarbonation? Merci. Christine Arrigui, peut-être, si vous voulez commencer. Écoutez, avant compensation, il y a éviter, réduire, compenser. Donc quand on a tout fait pour éviter, quand on a ensuite tout fait pour réduire, à la fin on compense. Donc la question c'est pas non, la question c'est oui et non. Parce que si vous n'avez rien fait pour éviter, vous n'avez rien fait pour réduire, eh bien je suis non pour la compensation. D'ailleurs, peut-être Jean-Luc Schnobelen, qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos aéroports pour éviter et réduire, avant de parler de compensation? Comment vous rendez vos aéroports un peu plus sobres en énergie, en quelque sorte? Alors déjà, j'expliquais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de terrains toujours liés. Donc on essaie d'y mettre du solaire de plus en plus. On essaie d'amener le tout électrique, y compris quand les avions, pour qu'ils coupent leur moteur, ils passent à tout électrique. Donc on essaie d'amener un certain nombre de compensations, enfin pas de compensation, d'amélioration. Et moi je répondrais oui aux compensations. Pourquoi mais peut-être pas telles qu'on les voit actuellement. Non, alors, si vous voulez, vous avez par exemple une compensation qui se fait à travers le C2E. Le C2E, c'est des gens qui vendent d'énergie fossile, qui ont une sorte de taxe qui sert à améliorer les choses en termes d'économie d'énergie. Donc en fait, ça a une vertu. Et là aussi, on pourrait très bien dire que ces taxes servent à améliorer, je dirais, notre industrie en ayant des contrôles. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de signer des blancs-seings, mais en disant, ben voilà, ça sert à améliorer. Au lieu de compenser en disant, je plante des arbres, ou je plante... qui est une forme de compensation, mais je pense plus, moi, à des compensations qui soient des compensations liées au métier, d'amélioration et de faire aller avancer les choses. Bertrand. Oui, merci beaucoup. Pour finir sur une note positive, je crois pouvoir dire je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Madame la députée sur le sujet. Et d'ailleurs, au niveau mondial, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, dont on parlait au tout début, a défini ce qu'on appelle un panier de mesures, qui a été un peu présenté dans les slides de Baptiste Voilquin, avec en premier les SAF, en deuxième les ruptures technologiques, ensuite les opérations dont parlait monsieur le sénateur, et puis enfin la compensation avec un système de compensation à l'échelle mondiale qui s'appelle le CORSIA et qui consiste à compenser effectivement les émissions résiduelles dès lors que les compagnies dépassent un certain plafond d'émissions. Voilà, donc pas la solution miracle, il ne faut sûrement pas se contenter de ça, mais en revanche, il serait stupide de ne pas le faire pour les émissions résiduelles que par ailleurs on n'arrivera pas à éliminer.